Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI, une heure de décryptage, de débat sans tabou et sans langue de bois. En somme, en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. À Montmartre, il y a des touristes, des tilleuls, des érables, une vue à tomber sur la capitale et une poitrine en bronze qui déclenche une guerre culturelle. Le buste de Dalida, icône sublime, est tellement caressé qu'il brille comme un soutien-gorge doré, selon la journaliste Léna Luto dans Le Figaro. C'est un porte-bonheur, vous savez, comme à Rome où on met sa main dans la Bocca della Verità. À Wall Street, les traders qui frottent les testicules du taureau pour la chance. À Paris, la tombe la plus visitée du Père Lachaise est celle de Victor Noir. La partie du bas-ventre est très lustrée, regardez sur Internet, signe que de nombreuses visiteuses viennent y poser la main dans l'espoir d'une grossesse. Bref, partout, on touche, on caresse, on polit, on s'accroche à ce qu'on peut. Et donc à Montmartre, on touche Dalida, mais voilà que les élus écologistes et certaines féministes s'étranglent. Ils parlent de banalisation du contact non consenti et demandent un socle plus haut, des barrières, un panneau pédagogique. Dalida, version il venait d'avoir 18 interdictions. Et là, Orlando entre en scène, le frère, l'ayant droit, le gardien du temple. Rien ne peut se faire sans mon accord, dit-il, il ne faut pas exagérer. Il accepte de rehausser un peu la diva, histoire que les gens lèvent la tête pour la voir, mais pas question de lui coller des pancartes et encore moins une prison en fer forgé. Dalida chantait « Moi je veux mourir sur scène », pas finir enseveli sous les arrêtés municipaux. Et Dalida est éternelle. Ça n'arrive qu'en France. Alors, nous voilà sur le plateau dans toute liberté, très libre. Pour la double dose, Nicolas, ce matin, on adore vous voir. On trouve tous les sujets pour que vous puissiez vous acceptiez de rester avec nous en plateau. Donc, même quand vous... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, vous êtes éditorialiste économiste. Oui. On vient de vous voir, on le sait par cœur. Natacha Polony, vous êtes Natacha Polony. Vous êtes vous-même. Christophe Barbier aussi. Et Guillaume Oda. Tout autant. Vous êtes tout autant. Vous êtes journaliste. Et encore. Et demain encore. Et auteur du livre Donald, Le Monde à pile ou face aux éditions Talendier. Alors c'est Guillaume Hénette. Ah, Guillaume. On va recevoir. Qu'est-ce que je raconte ? C'est Guillaume Audas. Oui, mais non, je lis mal mes fiches parce que j'ai pas mes lunettes, parce que j'essaye de faire comme s'il n'y avait pas de lunettes. Mais pas celui de Guillaume Hénette. Guillaume Hénette, évidemment. Et on va m'apporter le livre dans quelques instants. Bref, Guillaume Audas, vous êtes chroniqueur international. Alors, on parle de l'électricité, on parle de qui croit encore à une baisse de la facture. Est-ce qu'on se dirige, Nicolas, vers une énième utopie de notre gouvernement qui prépare un plan d'action pour faire baisser l'électricité ? Alors, plusieurs scénarios sont sur la table et doivent être présentés au Parlement lors du fameux débat budgétaire qui n'en finit pas de finir. Nicolas, on fait le point avec Emma Chala. En cette période où vous rallumez votre chauffage, allez-vous bientôt voir votre facture diminuer ? Selon l'entourage du Premier ministre, Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'économie Roland Lescure de plancher sur des scénarios de baisse du prix de l'électricité. Plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement, pour les ménages et pour les entreprises, dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Un plan présenté comme un projet de pouvoir d'achat qui agirait directement sur les tarifs énergétiques proposés aux Français. L'initiative n'étonne pas les experts. Depuis un an, toutes les conditions sont réunies pour permettre une chute des prix. La consommation électrique n'augmente pas et pour autant, on a une production nucléaire qui augmente, du gaz qui est disponible, on a des renouvelables qui progressent beaucoup et donc tout ça joue à la baisse sur les prix de gros qui ne sont pas vraiment une surprise. En cas de décision du gouvernement, cette baisse ne devrait pas être directement visible. Si vous êtes au tarif réglementé ou indexé comme les 3/4 des Français, il faudra attendre février prochain pour constater un réel effet. Bon, on l'espère quand même. Mais alors ce matin, Nicolas, chez nos confrères de France Inter, Roland Lescure marchait sur des œufs. On l'écoute. Il faut éviter les formules magiques. J'ai vu que le Rassemblement national votait une baisse de la TVA sur l'électricité. Ça coûte une fortune. Ça ne sert à rien. Le problème qu'on a, et comme sur toutes les mesures qui sont bonnes à regarder, c'est comment on finance. Moi, devant chaque plus, je veux un moins. Et donc, il faut qu'on trouve les manières de financer de potentielles baisses de taxes, de manière à potentiellement baisser les factures d'énergie. Quand le Premier ministre me demande de regarder quelque chose, en général, je le fais. Et puis, évidemment, il y a des amendements aujourd'hui parlementaires. Vous savez que la discussion parlementaire est plus importante que jamais. Évidemment, on les analyse.
est-ce que c'est très important pour les Français la facture d'énergie, les factures énergétiques en général. Est-ce qu'on peut croire à une baisse de l'électricité, Nicolas? Alors une baisse, je pense pas. Je pense qu'on peut espérer que le nouveau système. Il n'y a pas un truc plus compliqué pour un journaliste économique que d'expliquer avec des mots simples le mécanisme des prix de l'électricité. Ce qui semble vraisemblable pour 2026, c'est qu'on n'ait pas d'explosion et plutôt une stabilisation. Au début de l'année 2026 va disparaître un système qu'on a mis en place à la fin des années 2010 pour permettre à la concurrence d'exister. Un prix complètement encadré par la puissance publique de l'énergie nucléaire vendue par EDF. Il fallait que les concurrents existent, les concurrents ne produisaient pas, il fallait bien qu'ils aient de la matière à vendre, alors on leur a fait un prix complètement anormal qui s'appelle l'AREN, l'accès nucléaire, l'accès à l'énergie nucléaire historique. Et c'était un prix complètement délirant puisqu'on a obligé EDF à vendre un tiers de sa production annuelle à perte à ses concurrents pour que ses concurrents... C'est dingue. Donc déjà c'est une anomalie de marché. Tout ça est une anomalie de marché. On met fin à ce système et la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, a déterminé... La Reine et la Creux. La CRE, oui. La Reine, oui, l'accès au nucléaire historique. La CRE a décidé que le mégawattheure, le prix, c'était 70 €. Sauf qu'on ne connaît pas le prix de marché. C'est un choix politique de la Commission de régulation de l'énergie. Vous allez voir, c'est d'une lisibilité parfaite. Donc on a inventé les contrats pour différence. C'est que ça, les contrats pour différence. À la fin, vous avez un vrai client avec une vraie facture et avec un vrai radiateur. Mais le problème, c'est qu'il y a un marché de gros, il y a un marché de production de gros et l'électricité ne se stocke pas. Donc, si tout d'un coup, les prix de marché sont nettement supérieurs à ces 70 €, ça veut dire qu'à ce moment-là, EDF gagne beaucoup plus d'argent par rapport au prix d'équilibre qui a été décidé. Donc, dans ces cas-là, le nouveau système de contrat pour différence suppose qu'on dit à EDF, t'as gagné beaucoup plus que prévu grâce à des prix de marché supérieurs à la norme, alors tu vas rendre l'argent. Et après, l'État récupère les sous et doit redistribuer les sous aux ménages et aux entreprises. Et attendez, s'il inverse le prix de production, le prix de marché est très en dessous de ces 70 €. Ouais. Pauvre EDF qui a perdu beaucoup d'argent et qui aurait dû en gagner beaucoup. Alors moi, l'État, je vais te rembourser ce que tu n'as pas eu. Je vais combler ton manque à gagner. Et avec ça, ce truc, vous avez tous parfaitement compris ce que j'ai raconté. C'est limpide. L'évidence totale. On prend le pari qu'on va réussir à contrôler à peu près l'évolution du TRVE, le tarif régulé de vente d'électricité. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, après mon explication super évidente, qu'a priori, déjà, si les prix sont stables, ce sera pas mal. Natacha, c'est compliqué ce truc-là. Il faut... Je sais pas si Natacha a suivi mon truc. Si, bien sûr, mais il faut ajouter à ça un élément supplémentaire, qui est que la production d'électricité, ce sont à la fois les centrales nucléaires françaises, et on produit beaucoup aussi, et on produit beaucoup, et on produit beaucoup plus qu'il y a déjà quelques années, même si on attend encore la mise en œuvre des nouveaux réacteurs. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais en tout cas, comme on a remis en route des réacteurs qui étaient en stand-by, on produit plus. Sauf qu'il y a l'électricité produite par les énergies renouvelables, qui sont intermittentes. Et donc, comme le nucléaire est pilotable, mais que les renouvelables, on ne sait pas quand va y en avoir, eh bien, ça décale, en fait, puisque vous avez des surproductions, des sous-productions, et que tout ça aboutit à un prix de marché qui est fixé par la dernière unité qui produit de l'électricité. C'est-à-dire que quand cette dernière unité, ce sont, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de demandes, les Allemands qui, eux, utilisent une centrale à gaz pour combler le fait que leurs énergies renouvelables ne produisent pas assez, eh bien, vous avez un prix qui augmente. Donc tout ça est absurde. Ce que décrit Natacha est parfaitement juste. C'est Marcel Boiteux, le président mythique d'EDF, qui avait inventé cette idée de la fixation au prix marginal. Mais il était énarque, lui, non? Non, mais l'idée est géniale dans un marché qui fonctionne bien. Un marché sans inflation, un marché sans guerre en Ukraine, un marché... Ça fonctionnait très bien et c'était logique. On se dit, si on veut que tout puisse contribuer à la fourniture d'électricité, il faut que la dernière unité produite la plus chère soit rentable. Sinon, celui qui est destiné à fournir cette unité produite, en l'occurrence le gaz, s'il y perd de l'argent, il ne la fournira pas. Donc, on a effectivement créé un guide de marché qui correspond au prix de l'unité. Ça marchait tant que les Allemands n'avaient pas décidé unilatéralement de sortir du nucléaire et donc d'aller vers des énergies renouvelables qu'on n'arrive pas à maîtriser et en plus d'essayer de
plomber un peu notre filière nucléaire Aussi. en expliquant Pour les qu'il Français, fallait pas que c'était, Pour les que Français, c'était c'est pas une hyper univers. important. Et je pense que D'après tout ce qu'on leur raconte aux Français, ça leur fait une belle jambe là. Oui, ça leur fait une belle jambe. 85% des ménages estiment que les factures d'électricité et de gaz représentent une part importante, voire très importante de leur budget, Bien et sûr. 36% des ménages ont des difficultés pour les payer. C'est quand même il suffit pas de de regarder sa facture. Moi, je suis ça de manière très précise, notamment avec les applications parce qu'elles permettent de le faire. En hiver, c'est pour ça que c'est opportun de parler d'allègement de facture d'électricité. C'est quand même 2/3 en électricité et en eau chauffée pour une consommation au mois de novembre et lorsque l'hiver approche. Ça m'inspire cette histoire. 2 petites questions, une à Nicolas et une à Christophe. La première à Nicolas, si j'ai bien suivi le film parlementaire dont vous nous racontez les épisodes jour après jour, la partie recette du projet de loi de finances, elle a été rejetée, n'est-ce pas? Et donc, à l'heure où l'État cherche de l'argent, pourquoi est-ce qu'on vient se tirer une balle dans le pied en disant tiens, on va vous alléger la facture d'électricité? Mais il y a une part fiscale là, dans cette histoire. Non, mais là, ce sont des mots. Il y a aucun. On dit voilà, il y a des pistes. Il y a rien de concret. Ils savent absolument pas comment ils vont s'y prendre. On peut plus faire un bouclier tarifaire. On n'a pas les moyens. Le chèque énergie, il atteint déjà 277 €. C'est déjà pas mal. Le tarif réglementé de vente, on essaie de le contrôler avec le système hyper lisible dont on a parlé tout à l'heure. En fait, on n'a aucun levier. On n'a aucun levier vraiment efficace pour baisser la facture d'électricité. Alors, La question, à quoi joue Monsieur Lecornu? Quel est son intérêt politique? Et il s'achète quoi, l'annonce utile des députés? Oh non, c'est pas seulement les députés auxquels il s'adresse, c'est les Français. Parce que cette production d'électricité qui ressemble à une usine à gaz est aussi une dynamite politique. Le Rassemblement national avait fait du plan pluriannuel de l'énergie le dossier de rupture pour précipiter une censure. Ça a été un élément de chantage sur François Bayrou, ça le demeure, c'est encore en discussion. Et puis, derrière l'électricité, il y a le pouvoir d'achat. C'est très sensible, la facture d'énergie, surtout qu'on n'a pas le choix. Quand il fait froid l'hiver, il faut bien mettre le chauffage. Et donc, en promettant une baisse, même si on ne voit pas trop comment elle peut advenir, Lecornu essaye de limiter la colère des Français. Une petite conclusion, Natacha? Une petite conclusion. On aurait pu sortir du marché, de la fixation des prix de l'électricité par le marché européen. On a choisi de ne pas le faire. On n'a pas non plus prévu à long terme pour justement stabiliser tout ça. C'est-à-dire que la loi qui est prévue va au contraire amplifier les risques en allant largement vers du renouvelable dont on sait qu'on ne peut pas le piloter. Bref, il y a là des risques pour longtemps. Je pense que la facture des Français, ils ont intérêt à s'en occuper tout seuls et pas attendre le gouvernement. Faire jouer la concurrence, faire évoluer ses habitudes, investir dans des systèmes moins énergivores, plutôt que d'attendre des solutions pragmatiques et réelles de la part du gouvernement qui n'existent pas parce qu'on n'a plus les moyens de jouer sur la fiscalité. À long terme, il y aura les nouvelles générations de centrales nucléaires, mais elles ne sont pas encore arrivées. Et puis on risque d'avoir une dépendance à l'uranium. Et là, on va entrer dans le dur du débat sur la loi pour la programmation pluriannuelle de l'énergie. Là aussi, ça donne mal à la tête et à l'aspirine. Donc, occupez-vous vous-même de votre propre facture. C'est la conclusion de Nicolas Dose sur ce dossier de l'électricité. Allez, on passe à la 1-2. Merci Nicolas. Et on fait rentrer, alors donc on dit au revoir à Nicolas et on le remercie beaucoup. Guillaume Hénette, parce que vous publiez ce livre qui est excellent. C'est pas Guillaume Oda qui le publie. Non, vous savez ce que c'est. Le monde à pile ou face. On va en parler dans un instant et on vous a fait rentrer maintenant parce que, alors on parle de la Russie et de l'Ukraine, donc vous aurez sans doute des choses à dire. L'Ukraine qui est bien sûr encore à la une ce matin, Guillaume, un dossier qui joue, on peut le dire, aux montagnes russes. Oui, bon, elle est facile. Avant de parler des avoirs russes gelés à Bruxelles et de la tentative de hold-up des États-Unis, je crois qu'on peut parler comme ça vers l'Europe, on commencera par rembobiner le fil des événements. Ça bouge très vite depuis le début de la semaine. Guillaume, racontez-nous. Oui, ça bouge très vite, on rembobine. Bon, ce qu'on retiendra, c'est qu'une fois de plus, c'est Donald Trump qui est à l'initiative. C'est lui qui impose son plan de paix en 28 points. Son plan. Oui, alors son plan. Alors évidemment, il a été dicté par le Kremlin, mais ça, j'allais y venir assez rapidement. En tout cas, certains points, c'est explicite. 28 points devenus 19 points, parce que ce plan, il a été retravaillé en toute urgence à la fois par les Européens et les Ukrainiens. Texte plus conforme aux intérêts ukrainiens et aux nôtres par extension, souveraineté ukrainienne dans les territoires non occupés par la Russie, une armée ukrainienne un minimum robuste et non pas désossée, et puis de solides garanties de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, la Turquie, où ça
en Ukraine ou autour, tout ça va faire l'objet d'âpres négociations. Ça, c'est pour l'aspect technique. Il y a l'aspect moral qui me semble être véritablement non négociable. Il y a ces crimes de guerre et cette amnistie qui est proposée, évidemment sous la dictée de qui ? Du Kremlin. Ça voudrait dire qu'on oublie Boutcha, ça voudrait dire qu'on oublie les viols, c'est absolument non négociable. Et puis quid des 20 000, 30 000 enfants déportés, là aussi, le point 24 qui fait référence, là encore une fois sous la dictée du Kremlin, fait référence à un programme de réunification familiale. C'est totalement inacceptable. Alors, dernier épisode, oui. C'est Steve Witkoff, dont on peut parler, l'émissaire de Trump, qui se rend maintenant à Moscou, énième épisode. On va en parler de Steve Witkoff, mais on écoute le président Trump sur son sujet. Il parle avec la Russie en ce moment. Steve Witkoff y va, peut-être avec Jared Kushner. Je ne suis pas certain que Jared y aille, mais il est impliqué dans le processus. C'est un type intelligent. Et ils vont rencontrer le président Poutine la semaine prochaine à Moscou, je crois. C'est assez fou, Nicolas, qu'il y ait un émissaire spécial de... Natacha, n'importe quoi. Non, mais vraiment, je vais très bien ce matin. N'importe quoi. Alors là, franchement, non, c'est dingue qu'il envoie un émissaire auprès du président Poutine, ou non, finalement, c'est logique. Et surtout cet émissaire-là, parce qu'on va le voir dans la galaxie des gens qui font de la géopolitique avec lui. Il y a Witkoff, mais il y a aussi Marco Rubio. Vous nous expliquez un peu ça, Natacha ? Je sais pas. Natacha. C'est parce qu'on va parler de vin, peut-être. Oui. Ça doit être ça. Bon, donc il envoie Steve Witkoff, c'est assez logique étant donné les discussions qui se sont passées jusqu'à présent, et en effet, étant donné la position de Donald Trump, qui veut absolument obtenir cet accord de paix, et qui, pour ça, en effet, essaye d'amadouer la partie russe. Parce que je rejoins totalement Guillaume Oda sur le fait que les conditions qui sont faites sont assez insupportables. Le problème est que Vladimir Poutine est dans une position où il considère qu'il a le temps. Et donc, il se met dans un rapport de force où Donald Trump est obligé, s'il veut l'attirer vers un accord de paix à tout prix, Donald Trump est demandeur. Donc Vladimir Poutine attend. C'est le drame que nous vivons aujourd'hui, c'est que sur le terrain, l'Ukraine est fragilisée et recule. Les Européens s'agitent, font des phrases pour expliquer que c'est affreux, que Vladimir Poutine ne veut pas la paix, etc. Mais les Européens ne sont pas en position parce qu'ils se sont mis dans la situation de ne pas être en position, en fait, ouais. Puisqu'ils dépendent totalement du bon vouloir des États-Unis dans la mesure où ils ne produisent pas assez d'armes. Ils ne pèsent pas face à la Russie et aux États-Unis. Et Donald Trump, lui, l'Ukraine, ça lui est totalement égal. Ce qu'il veut, c'est avant tout y gagner dans cette guerre, et il y gagne beaucoup. Il vend des armes aux Européens qui les donnent aux Ukrainiens. Il vend des armes aux Ukrainiens qui les achètent avec l'argent européen. Il va obtenir des terres rares et il espère, on va en parler, mettre la main sur les avoirs russes. C'est tout bénéfice. Les Européens, eux, ne pèsent rien là-dedans, donc ils parlent. Oui, parce que cerise sur la dinde, puisque c'est Thanksgiving aujourd'hui, Guillaume, ou ce soir, ou demain, les Américains tentent de mettre la main sur les avoirs russes gelés en Europe. Voilà, grâce à c'est notre bandeau, Witkoff, un pro-russe à la manœuvre. D'un mot, Bloomberg, l'agence Bloomberg a publié en fait une conversation que Steve Witkoff, qui est l'homme lige de Trump, avec Ushakov, qui est un grand stratège qui conseille en gros Monsieur Poutine, et ce même Witkoff a expliqué à Ushakov comment on manœuvrait avec Donald Trump pour l'avoir un peu dans sa manche. Il y a une question moi qui m'a un peu étonné. J'ai regardé évidemment comme tout le monde la manière dont les événements se précipitaient hier. Est-ce que finalement Trump a fait le choix de l'Ukraine ? Mais non, Trump, il a fait le choix des États-Unis, il fera toujours le choix des États-Unis. D'où le point 14 de son fameux plan de paix, là aussi dicté à la fois par le Kremlin, mais également en vertu de ses intérêts. 100 milliards de dollars d'actifs gelés russes seront investis dans les projets menés par les États-Unis pour reconstruire l'Ukraine. Les États-Unis recevront 50% des bénéfices. Les Européens sont sommés en plus de remettre 100 milliards au pot pour gonfler les investissements. Donc on voit bien que c'est l'odeur des milliards qui attire Trump. Dès qu'il y a possibilité d'engranger des centaines de milliards au profit des États-Unis, et Guillaume Hennette ne me contredira pas parce que c'est l'objet de votre livre, on voit bien que ça l'attire. Et comme les Européens dans cette affaire, ils ne savent pas quoi faire de ces actifs gelés. Attendez, on a le président Macron hier soir lors de la réunion de la coalition des volontaires qui s'est exprimé sur le sujet. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a une volonté furieuse. Oui,
les actifs gelés russes, comme vous le savez, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine, mais maintienne cette pression. Qui vont coordonner une solution. Les sous-titres et extrêmement rapidement parce que c'est très très complexe. C'est-à-dire que ces avoirs-là, à peu près 180-200 milliards, ils sont gelés dans une chambre de compensation à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on en fait ? On les prend ou on les prend pas ? Est-ce qu'on fragilise en fait la position européenne sur les marchés, etc., etc. De grâce, prenez une décision. Vous les prenez pas, vous en faites quelque chose. Et c'est parce qu'on ne prend pas de décision qu'évidemment, point 14 du plan de Trump, les États-Unis ont l'intention de se servir sur la bête. Moi, ça me rappelle exactement les paquets de sanctions qui n'ont servi à rien, sauf aux Européens à se cacher, à ne pas intervenir militairement pour favoriser une victoire de l'Ukraine, sauf que le compte à rebours est lancé pour les Européens. À la fin du mois de février, l'Europe sera obligée d'investir l'équivalent de 80 milliards d'euros par an pour l'Ukraine, si elle veut permettre à l'Ukraine de se maintenir face à l'armée russe, parce que l'Ukraine manquera de cash. Les Américains ne donneront plus d'argent, les Américains vont monnayer leur armement. Donc on va être véritablement à la croisée des chemins à ce moment-là. Donc bientôt, de grâce, prenons une décision. Non, mais il faut lire l'interview il y a quelques jours dans Le Monde de la patronne d'Euroclear, qui est cette chambre de compensation, là où les avoirs russes sont gelés. Il y a un risque énorme. Les Européens ont déjà beaucoup perdu dans cette guerre. Or là, ce qui se joue, c'est leur crédibilité financière. C'est-à-dire que si ces avoirs gelés sont utilisés, le risque, c'est que l'ensemble des pays qui placent leur argent en Europe se disent que ça n'est pas sûr. Et là, on se retrouve avec une fuite de capitaux extrêmement dangereuse. Le deuxième point, c'est que cette Euroclear est située en Belgique, donc est une société de droit belge. Si ces avoirs sont prêtés à l'Ukraine, mais que la paix arrive et qu'il faut donc les rendre, que l'Ukraine ne peut pas rembourser, c'est la Belgique qui va devoir rembourser ces milliards. Et la Belgique dit, écoutez, dans ces cas-là, annoncez-moi que vous serez solidaires. Et les autres pays européens disent, oui, mais non. C'est une façon de pas prendre de décision, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Donald Trump se dit, mais la décision, il est temps de profiter de cette c'est pas une façon de ne européenne. pas prendre de décision. Ils ont pour l'instant pris la décision de ne pas toucher à ces avoirs parce qu'ils estiment que ce serait trop dangereux pour les finances européennes. Mais en tout cas, on se rend c'est une décision. Compte que on parle de l'Ukraine, mais en fait, on parle business. Ben ouais. En fait, tout revient sur du business. Et c'est pour ça que Steve Witkoff, il est intéressant. Parce qu'en fait, c'est un businessman. Pour la petite histoire, on rappelle, en fait, il est né dans le Bronx, à New York, comme Donald Trump. Et en fait, il rencontre Donald Trump dans les années 80, dans une épicerie à 3h du matin, où il va pour s'acheter un snack. Et il y a quelqu'un devant lui qui a pas d'argent pour s'acheter son sandwich, c'est $3. Ce quelqu'un, c'est Donald Trump. Et Witkoff dit, monsieur, je vous paye le sandwich. Depuis là, ils sont devenus hyper potes. Ils font du business ensemble, dans l'immobilier, ensuite dans les crypto-monnaies. Donc les fils de Donald Trump et les fils de Witkoff sont dans la crypto-monnaie, et c'est du business. Et Donald Trump a envoyé un businessman faire un deal avec les Russes. Donc Witkoff a déjà vu Poutine le 6 août 2025, il a dit « je suis très ami avec Poutine, ça se passe bien ». Là, il va retourner la semaine prochaine. Pourquoi ? Pour faire un deal. C'est le mot qui revient tout le temps. On parle de l'Ukraine. Quand vous parlez avec les soldats qui sont à Kramatorsk ou à Sloviansk, ils ont un peu mal d'entendre parler juste d'un deal, de business, de business, de business. Mais Guillaume l'a très bien dit, Donald Trump, c'est du business. Guillaume, Christophe. Le business au son des canons, c'est un peu l'histoire de toutes les guerres, mais là, c'est vrai qu'on entend beaucoup le bruit de l'argent par-dessus le bruit de la canonnade. Et là, on voit bien l'opposition entre deux modèles. Le modèle de ceux qui essayent de respecter le droit, comme Natacha l'a décrit, on respecte les règles des avoirs gelés, parce que sinon, les gens vont dire, attendez, vous respectez pas vos propres règles, et ceux qui en face ne respectent que la force, et saisissent toutes les opportunités pour être plutôt dans le hold-up que dans le respect du droit. Et donc, ces deux modèles-là, au bout d'un moment, ils sont un peu incompatibles. Très longtemps, on a pensé avoir les États-Unis du côté du respect du modèle juridique, du droit, et on se rend compte qu'avec Trump, c'est plus le cas. Ouais, on va en parler justement, c'est le Allen 3. Ah, ce matin, on vous reçoit Guillaume Ennet, et non pas Guillaume Audat, pour un des livres les plus éclairants. Les plus éclairants et les plus malins sur le phénomène Trump. C'est un livre qui est construit comme un atlas politique, 160 pages où on voit Trump à l'œuvre depuis ses shows de catch devant 80 000 personnes jusqu'à sa dépendance vitale aux réseaux sociaux, en passant par ses guerres commerciales, on en parlait, son entourage hors norme, on va en parler, ses alliances et ses colères géopolitiques. C'est pas une biographie, c'est une radiographie, presque un manuel
d'usage, en fait. Comment Trump pense, agit et fabrique le monde autour de lui, parce qu'il s'agit bien de ça, en réalité. Et à la fin, une question qui dérange, est-ce que c'est un clown? Ou est-ce que c'est un homme qui a compris avant nous que le monde est redevenu un champ de force brutale, c'est-à-dire avec des empires et qu'il faut se comporter plutôt comme un prédateur. Oui, l'idée c'est effectivement à travers le chapitrage, il y a lui, il y a sa famille, il y a son business, et puis il y a tous les grands personnages de ce monde avec lesquels il doit travailler. Et c'est intéressant effectivement de se rendre compte que quand on le voit en ce moment en train de parler sur l'Ukraine, effectivement, on se rend compte qu'il y a un personnage comme ça qui est là et qui a toujours la même façon de penser, c'est le rapport de force. Donc en fait, on voit bien que c'est un rapport de force permanent, et donc c'est ça qu'on essaye de montrer dans il passe naturellement du catch au bureau ovale, en fait. Est-ce qu'on doit comprendre que vous voyez une continuité politique pour lui? Totalement. Exactement la même chose. Oui, exactement, parce que pour lui, le catch, c'est fantastique. Alors déjà, il aime bien aller dans les combats de catch parce qu'à chaque fois, il se fait applaudir et ça, il aime bien être applaudi. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait un tout petit peu marrer quand on entend Bloomberg qui dit que Vitkov a dit à un Russe « Je vous conseille de parler comme ça à Donald Trump. » Tout le monde sait qu'avec Donald Trump, il faut le flatter. Il faut lui dire « Tu es beau, tu es magnifique, c'est tu le es dernier grand. » qui parle qui a raison. Pardon ? Et puis c'est le dernier qui parle qui a raison. C'est presque une règle qui est existée maintenant. Pourquoi est-ce que la comparaison avec le catch est importante ? Parce que dans le catch, tout est fake. Tout est faux. Mais c'est le grand spectacle, c'est le show. Et Donald Trump, c'est ça. C'est le spectacle permanent. Ouais. Vous dites aussi, vous faites une galerie de personnages vraiment extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des complotistes, des influenceurs sulfureux, etc. Mais c'est pas un accident. C'est une partie intégrante du Trumpisme. Ah ben c'est pas du tout un accident, c'est-à-dire que dans On va le voir là. Pardon. Non, allez-y. Oui, dans son premier mandat, il s'est entouré de personnes où, grosso modo, le Parti républicain avait encore un peu de pouvoir et on lui a dit « tu devrais prendre telle personne, ils savent faire » et tout ça. Donald Trump a dit « bon, ok, j'accepte ». Résultat, au bout de 1 an de son premier mandat, il avait viré 34 personnes, donc le fameux « you're fired ». Et pour son deuxième mandat, il a dit non, cette fois, j'écoute que moi et je prends que des super fidèles. Des gens qui c'est la loyauté. Il y a que ça qui paye avec lui. Donc du coup, sauf Elon Musk. Sauf que Elon Musk était de retour à la Maison Blanche pour le dîner avec l'Arabie Saoudite la semaine dernière. Vrai, donc on le revoit. Hein. Donc il y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est en train de revenir la bromance. Il a perdu son titre de First Buddy des États-Unis, le premier pote des États-Unis. Il y avait la première épouse des États-Unis. Maintenant, il y avait le premier pote. Bon, il a inventé son fameux Dodge, le département de l'efficacité gouvernementale. Assez inefficace, là, d'ailleurs. De rendre aux Américains, aux contribuables américains, près de 200 milliards de dollars. Juste dès le départ, le Dodge avait une durée de vie limitée. Donc déjà, c'était prévu que ça se termine. Cette semaine, on a appris qu'en catimini, sous les radars, le Dodge avait mis la clé sous la porte. Non, il dit que c'était normal. Il avait une durée de vie limitée, sauf qu'avant que n'expire cette durée de vie limitée, le Dodge a mis la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas du tout été efficace. Vous vous souvenez d'Elon Musk ? Avec cette tronçonneuse qui lui avait été offerte par Javier Milei, il était censé couper dans les dépenses budgétaires. En réalité, aucune efficacité. Sauf que, évidemment, si on pose la question à Donald Trump, il va dire ça a été hyper efficace. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau donner des chiffres ou des infos à Donald Trump, il va dire non, fake news, et puis ça a très très bien marché. Natacha, le temps où le Doge a existé, ils ont commencé à mettre en place surtout des intelligences artificielles pour contrôler l'ensemble de l'administration. Et ça, en revanche, ça va impliquer des effets qu'on ne voit pas encore. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir par rapport à l'intelligence artificielle, juste comme ça, une phrase qu'Elon Musk a prononcée la semaine dernière. Donc c'était à Washington, un forum avec des investisseurs saoudiens. Et il a dit cette phrase, je trouve qu'elle est elle est passée un peu inaperçue. Il a dit dans 10-20 ans, le travail sera optionnel. Avec l'intelligence artificielle et les robots, le travail sera optionnel. Voilà, je dis ça, peut-être qu'on a 10-20 ans encore de Non, parce que nous, on est très concentrés sur les retraites. Alors, nous, c'est les retraites. Voilà. C'est assez intéressant. Alors, il a rien dit sur les retraites. Non. Ça reprend les théories qui avaient été mises en place dans les années 90, notamment c'était porté par Brzezinski, ça s'appelait le 80-20. C'est-à-dire l'idée qu'avec le numérique, il y aurait 80% des gens qui seraient inutiles, il faudrait juste 20% des gens pour faire le travail, et donc les autres, il fallait les occuper par un mélange de consommation et de divertissement, et Brzezinski avait appelé ça le tititainment, de tits les nichons, et donc l'entertainment comme du lait, le lait de la mère qu'on vient de téter. Et ça, nous sommes exactement là-dedans. On est dedans, donc comme quoi il faut se méfier parce que ça peut avoir des répercussions. Ouais. Mais derrière la question qui se pose sur le personnage de Trump, c'est que, en effet,
il est le produit justement de cette société, du divertissement, de l'image, des réseaux sociaux, de la brutalité. Il est totalement erratique dans ses décisions et en même temps, il y a toujours une ligne de conduite qui est l'argent, son enrichissement personnel, celui de sa famille et celui des États-Unis. Et en fait, il y a une logique. Et il me semble que, à force de se concentrer de ce côté-ci de l'Atlantique sur les côtés détestables, on oublie la question de fond, qui est la position des États-Unis et la position que nous devons avoir, Européens, face aux États-Unis. Mais d'ailleurs, c'est une mauvaise séquence pour Trump en ce moment, d'un point de vue national. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, Ukraine, Gaza, Venezuela et tout ça. Et ça ne paye pas du tout politiquement pour lui aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'élections qui ont été très défavorables au Parti républicain. Et donc, l'inflation continue à augmenter. Bref, on sent aussi qu'il a envie de torcher le dossier ukrainien, genre un accord, quel que soit l'accord, je m'en fous de l'accord, il faut un accord pour que je puisse me reconcentrer. Et puis un trophée à la fin de l'histoire, le prix Nobel de la paix, quoi. Ah moi j'ai 2 questions là, parce que votre livre pose une question un peu taboue, je trouve, dans un monde de Poutine, de Xi, de MBS. Est-ce que Trump n'a pas simplement compris, et ça je l'adresse à Christophe, tiens, que les codes de la démocratie, de la diplomatie classique étaient morts? Le monde de 1945 est mort. Ouais. Le droit international sur lequel on a fonctionné avec des us et coutumes, c'est terminé. On est face à un retour de la force et de la brutalité, en effet, dans ce monde qui ne respecte les règles que quand les règles les arrangent. Et donc, on voit bien que Trump, de ce côté-là, est à l'unisson de ceux qui nous menacent, par rapport aux Chinois, par rapport aux Russes, par rapport à d'autres. Il se met, en effet, à l'unisson. Quand on voit la manière dont le livre que vous citiez du Giuliano d'Ampoli, lors des prédateurs, Mohamed Ben Salman assure son pouvoir sur sa famille, en quelque sorte, en les séquestrant, en les extorquant, en les mettant dans une prison dorée, mais où on torture vraiment. Exactement, c'est les Borgia. Eh bien, on voit qu'on est revenu complètement à ce rapport de force, et Trump l'a compris, il incarne cela. C'est nous qui sommes obsolètes. Simplement, il ne faut pas abjurer notre tradition démocratique et notre attachement à l'humanisme et au droit, parce que la période est aux orages de colère. Pour rebondir pour ce que dit Christophe, à vous lire, il n'y a pas un Trump, mais un système Trump, en fait. Est-ce que c'est ça la thèse du livre? Il n'est pas une anomalie, mais finalement un avant-goût du monde qui vient. On est peut-être qu'à l'heure de l'apéro, là. C'est-à-dire que, mais quand on voit que derrière, Donald Junior se dit pourquoi pas 2028, ou alors J.D. Vance, avec qui ils sont très potes avec les enfants de Donald Trump, se disent voilà, on va continuer ce qu'on a mis en place, quoi. Donc le Trumpisme, en fait, a été lancé par Donald, mais après il y en a plein derrière. Oui, mais je vous conseille de lire un livre absolument fondamental qui s'appelle L'Empire souterrain, par 2 universitaires américains, Farrell et Newman, qui décrit comment les États-Unis, à partir du 11 septembre, ont petit à petit utilisé les réseaux de communication et les réseaux de financement mondial pour essayer de créer des goulots d'étranglement et de contrôler l'ensemble de la mécanique mondiale. Et ça montre une chose, c'est que Donald Trump est le produit de l'époque, mais qu'en fait, sa politique est le prolongement absolu de ce que faisaient les États-Unis avant. C'est-à-dire que... De manière moins discrète. Vous parlez de l'ère des prédateurs, mais l'ère des prédateurs, elle n'a pas attendu Trump. Le problème, c'est que nous, Européens, on était là en train de trouver que Obama était sympa. Mais elle ce qu'il installe et ce que montre très bien, je trouve, Guillaume. C'est quand même très différent. Sur la forme, les autres sont bien élevés. Voilà, sur la forme, on a toujours eu des présidents américains qui, au moins, faisaient l'effort de dire qu'ils allaient faire campagne pour tous les Américains. Donald Trump, il a terminé ça. Et ça montre très bien votre ouvrage, Guillaume Hennette. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est d'abord extrêmement attrayant. Peut-être que pour parler de Trump, il faut le lire de manière extrêmement attrayante avec des graphiques et des images dans tous les sens, parce qu'il est un peu popcorn. De toute façon, Trump, on va pas se cacher, on va pas se boucher le nez, comme paraît-il, je le dis assez souvent. Mais ce que montre un peu votre ouvrage, c'est qu'il y a quand même cette confusion entre le privé et le public, et lui, il y va tout droit. Tout droit. Par exemple, le prochain sommet du G20 aux États-Unis, il a décidé de le faire dans un de ses golfs à Miami. Donc conflit d'intérêt, pas conflit d'intérêt. Il y aura tous les chefs qui vont aller dormir dans les suites du International Hotel à Miami. Dernière question pour vous 3. Est-ce qu'il ne faut pas admettre quelque chose de terrible au fond, c'est que Trump n'abîme pas la démocratie américaine, il révèle simplement ce qu'elle est devenue? Non, je crois qu'il l'abîme quand même. Pas parce qu'il n'a pas été élu dans les règles, mais parce que sa manière de s'adresser à la justice, sa manière d'entretenir le dialogue avec les médias, le contre-pouvoir des médias, ce ne sont pas des méthodes respectables. Moi, je pense qu'il attaque la démocratie en tant que telle, et c'est d'ailleurs les idéologues qui l'entourent sont sur ce mode de pensée. Peter Thiel, par exemple, qui estime aujourd'hui que la démocratie nuit à quoi? À la liberté de s'enrichir, à la liberté d'entreprendre, notamment dans la technologie.
Merci. Oui, oui, vous vouliez... Non, je voulais Une juste petite phrase de ajouter fin. qu'il faut regarder ce qu'ils font sur les crypto-monnaies également, parce que ça montre en effet exactement ce que vient de dire Guillaume Audas, c'est-à-dire que ce mélange des genres est en train de corrompre totalement la démocratie. Merci. Vous avez un petit mot à ajouter, Guillaume ? C'était parfait. En toute liberté, c'était En toute super. liberté. Le Monde à pile ou face, on vous recommande la lecture de ce livre, qu'on peut même offrir à Noël. À des Mais enfants. je pense que c'est Franchement, un bien. très bon. Merci beaucoup. Merci. On passe maintenant à votre carton rouge, Christophe. Et votre carton rouge, il arrive dans une seconde. Votre carton rouge, Christophe, c'est l'antisémitisme à l'université. Un grand malaise, Christophe. Oui, tout à fait. Depuis le 18 novembre, le ministère, comme il s'y était engagé, instruit une enquête très sérieuse, pilotée par le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française à Sciences Po, et puis l'IFOP, pour interroger les milieux de l'enseignement supérieur, chercheurs, enseignants, administratifs. Est-ce que l'antisémitisme, mais il y a aussi des questions sur ce qu'on appelle l'islamophobie et le racisme en général, est-ce que ça pénètre l'université française? Et voilà que les présidents d'université refusent de participer à ce sondage dont vous voyez quelques-unes des questions qui sont, somme toute, assez banales pour essayer de détecter s'il y a de l'islamophobie ou de l'antisémitisme. Il y a même des questions qui me semblent, moi, un petit peu trop naïves. Est-ce qu'on peut penser qu'un vrai antisémite, un vrai antisioniste, il va répondre oui quand on lui pose la question? Est-ce que vous trouvez que les juifs ont trop de pouvoir en France? Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de juifs en France? Est-ce que vous trouvez que les juifs sont plus riches que la moyenne en France? On a tout cela. Et alors ils s'émeuvent, ces présidents, parce qu'une des questions, on l'a vu passer, c'est: est-ce que des familles politiques favorisent l'antisémitisme? Mais il y a toute la liste des familles politiques. Bah oui. Vous pouvez répondre oui LFI, oui le RN, oui la droite, oui le centre, oui la gauche. C'est très libre. Ce sondage est victime d'un effet de malaise au sein de l'université, de censure au sein de l'université, parce que l'université n'ose pas s'assumer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un chaudron aujourd'hui où des dérives idéologiques inquiétantes sont à l'œuvre. Et on voit bien qu'il y a, on en a eu des tas d'exemples qu'on a commentés ici, des moments antisémites ou antisionistes. On a vu une réunion dans une université approuver le 7 octobre. On a vu une boucle WhatsApp d'étudiants à la Sorbonne dire « faut quand même exclure les juifs de notre boucle WhatsApp ». On a failli voir un colloque au Collège de France, qui était un rassemblement d'intervenants anti-Israël de manière univoque. Et on a même eu à la fac de médecine, il y a 48 heures, sur un écran pendant un cours sur les infections urinaires, des trolls qui ont balancé des images flattant Hitler et le nazisme hitlérien. Donc vous voyez, on a évidemment un univers intellectuel, humain, sociologique poreux. Alors d'où vient cette tentative d'interdire le sondage? Des syndicats les plus à gauche, comme Sud Éducation, d'un comité de lutte contre l'extrême droite au sein de la fac, où on nous dit qu'il y a des dérives fascistes qui font pression sur l'université. Enfin, on est dans cette organisation d'une forme de gauchisme pour nous faire croire que le vrai problème, c'est les idées d'extrême droite qui gagnent du terrain. C'est pas du tout le retour de l'antisémitisme. Ça vient en parallèle d'une autre affaire, qui est l'affaire Terry. Julien Terry, qui est un médiéviste de Lyon 2, qui a produit une liste d'une vingtaine de personnes qu'il appelle des génocidaires à boycotter. Alors vous avez Charlotte Gainsbourg, vous avez Arthur, vous avez Raïm Corsia, vous avez Philippe Torreton. On se pince. Il a reçu le soutien, bien entendu, par tweet de Jean-Luc Mélenchon, qui a tweeté son soutien à Monsieur Terry. Mais c'est quand même incroyable. C'est l'historien Julien Terry qui subit un ciblage de la LICRA sous des prétextes fallacieux destinés à montrer la toute-puissance des accusateurs. Rappelez ce qu'il avait dit. Julien Terry collabore à Le Média, qui est une chaîne YouTube proche de la France Insoumise. Natacha Polony, c'est quand même très grave ce qui se passe à l'université française, vous trouvez pas? Alors, l'université a toujours été le lieu d'un gauchisme qui posait problème dans la mesure où il nuisait à la véritable vocation de l'université, à savoir la production de savoirs universels. Mais là, en effet, il y a une dérive spécifique. Cette dérive spécifique, on la voit monter depuis déjà un bout de temps. C'est-à-dire qu'avant le 7 octobre, il y avait déjà une emprise sur l'université de théoriciens obsédés par l'identitarisme, par une forme de néo-féminisme totalement dévoyée, et en fait une dérive anti-universaliste, c'est-à-dire l'inverse absolu de ce pourquoi existe l'université en France. Là, depuis le 7 octobre, ça se manifeste par une montée de l'antisémitisme qu'on voit poindre, on en a déjà parlé ici. Là où il faut faire attention, c'est que pour véritablement cibler cet antisémitisme, il faut, selon moi, ne pas mettre sur le même plan, moi j'ai toujours été contre ça, antisémitisme, antisionisme et critique d'Israël. C'est-à-dire que l'antisionisme aujourd'hui
c'est un terme qui a un sens originellement, ça veut dire être contre l'existence d'Israël. Mais de fait, ce n'est plus tout à fait ça. Et donc, assimiler ça à l'antisémitisme, c'est donner l'impression qu'on ne veut pas de débat sur la politique menée par Israël, notamment dans les territoires occupés, à un moment où justement il faut avoir un débat là-dessus. Mais pour autant, l'instrumentalisation de tout ça, notamment par la France insoumise, et la façon dont Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, mais de façon en effet profondément perverse, utilise les choses pour faire monter l'identitarisme, me semble extrêmement dangereuse. C'est vrai qu'on a vu des antisémites s'abriter derrière l'antisionisme pour cacher leur antisémitisme. Il y a un mélange des deux. Et donc évidemment, ça a corrompu complètement ce terme. On l'a vu au moment de la flottille de Gaza, on l'a vu dans beaucoup de débats. Cet antisionisme est devenu un peu le faux nez, le masque d'un antisémitisme. Donc c'est devenu un terme compliqué. C'est une façon, c'est une façon habile, effectivement, l'antisionisme de masquer en fait une forme d'antisémitisme dans la mesure où ce projet, il a abouti à la création d'un État qui existe. Donc, se dire antisioniste, ça veut dire aujourd'hui en 2025, je veux plus d'État d'Israël. Bien sûr, la Palestine de la rivière à la mer, c'est et qui habite en Israël de manière majoritaire, ce sont des Juifs qui, à un moment donné, ont fondé cet État après la destruction des Juifs d'Europe. Après, il y a aussi une question que je voulais vous poser quand même sur ce sondage. C'est vrai que, alors, il y a évidemment des tentatives de récupération politique, mais il y a aussi des professeurs qui, à mon avis, aussi sincèrement, ont dit attention, pourquoi est-ce qu'on me demande quelle est ma proximité avec un parti politique, tel ou tel politique, ou ma position sur le conflit israélo-palestinien pour sonder ce qu'est l'antisémitisme dans l'université. Ça pose un problème de laïcité tout de même. C'est un sondage anonyme, et donc il y a dans ce sondage à la fin, et j'ai lu les 44 pages, des questions classiques. Quel est votre âge? Dans quelle région êtes-vous? Quelle est votre position professionnelle? Donc il n'y a absolument pas la volonté d'aller débusquer des gens à qui on dirait tiens, tu avoues que tu as voté pour un tel et donc voilà. Moi je pense que la faiblesse de ce sondage, c'est des questions trop naïves où les vrais antisémites vont évidemment pas répondre ce qu'ils pensent parce que ça se voit trop, ça sera trop débusqué. Mais ça montre une chose, c'est que on avait déjà vu ça d'ailleurs avec une autre ministre de l'enseignement supérieur qui avait tenté une étude, je crois en 2022, Madame Vidal. Eh bien, ça montre que l'université ne veut pas qu'on regarde. Elle ne veut pas se diagnostiquer. Elle sait qu'elle a en elle une forme de gangrène antisémite. C'est sans doute évidemment pas majoritaire dans l'enseignement supérieur, non, mais, mais plutôt que de dire écoutez, on va faire un vrai diagnostic, puis vous nous aiderez à combattre ce cancer, et on va faire le ménage. Ne venez pas nous voir, soit par cécité, par politique de l'autruche, soit par complaisance. Ça nous dérange pas, on les laisse prospérer ces idées. Merci beaucoup Christophe. Dans quelques instants, un carton rouge. Non, enfin c'est la phrase qui fait du bruit, on l'a déguisé, mais en fait c'est votre carton rouge, Natacha. C'est la situation du monde viticole en France. Viticole ou vinicole, je sais jamais. Viticole. Et cette phrase, pendant ce temps-là, on crève. À tout de suite sur LCI. C'est l'heure de la petite phrase qui fait du bruit. Alors, Annie Genevard. Qui est Annie Genevard, les amis? C'est notre ministre de l'Agriculture. Eh oui. De Franche-Comté. Elle a été interpellée par un agriculteur au Salon international des filières viticoles et arboricoles de Montpellier. On l'écoute. Non, on l'écoute pas. On la lit. Pendant ce temps, on crève. Voilà, c'est assez clair. Guillaume, vous allez déjà nous expliquer la différence entre viticole et vinicole. Pour être un peu simple, la différence entre vigneron et viticulteur. Le vigneron, en fait, il travaille ses vignes, celles qu'on voit ici à l'écran, et il produit lui-même son propre vin qu'il met sur le marché via la grande distribution ou alors via sa cave. Hein, ça arrive beaucoup même, et c'est souvent du très bon vin. Et puis le viticulteur, il travaille ses propres vignes. C'est le cas par exemple de mon oncle. Il a 10 hectares, mais en fait, il en a fait arracher un certain nombre. On y reviendra. Et ce viticulteur-là, il confie le produit de son travail à une coopérative qui ensuite, elle, vend son vin, par exemple, encore une fois, à la grande distribution. Donc, c'est ça la différence entre viniculture et viticulture. Alors voilà, depuis plusieurs années, la région de Bordeaux traverse une crise profonde, et pas que la région de Bordeaux. D'ailleurs, Natacha, vous allez nous expliquer ça, liée à la surproduction et au manque de débouchés. Une centaine d'exploitations est menacée de disparition. Témoignage recueilli par Erwan Brahem et Christophe Brousseau. Bastien Mercier est la 5e génération d'une famille de viticulteurs. Et pour la première fois de sa carrière, il a bien du mal à fixer un prix pour son vin. Ce vin, aujourd'hui, il vaut ce qu'on veut bien lui donner, sachant que plus rien ne vaut rien. On a eu des propositions, plusieurs autour de 700 € le tonneau, c'est à peu près aujourd'hui la tendance. Il ne faut pas que ça continue la politique du moins cher. Il faut enrayer cette politique-là, parce que sinon, plus personne ne s'en sortira. En redressement judiciaire,
Ce viticulteur a le même problème que la majorité de ses confrères. Conséquence d'une baisse régulière de la consommation de vin, de la fermeture de marchés comme la Chine, Bastien Mercier ne trouve plus d'acheteurs. Ou en tout cas pas au prix qui lui permettrait de commencer à gagner sa vie. 1 500 € le tonneau. Cela représente 1,66 € le litre ou 3 € la bouteille. Le prix actuel auquel on le vend, c'est 2 fois moins que le coût de revient. Le matériel ne vaut plus rien, le vin ne vaut plus rien, l'agriculteur ne vaut plus rien, son travail ne vaut plus rien non plus. Donc qu'est-ce que vous voulez en tirer ? Natacha, c'est une crise majeure pour ce monde viticole, en cours depuis des mois, voire des années, et dont vous nous dites on n'en parle pas assez. Oui. La parole est à vous. Oui. Ça se passe en dessous des radars, mais là, les spécialistes estiment qu'en gros, 1/3 des vignerons français risquent de disparaître pour que les 2 autres tiers puissent survivre. C'est ça qui est en train de se passer. Les chiffres, et tout le monde s'en fiche. On a les chiffres de la viticulture en France, 789 000 hectares de vignes, 4,78 milliards de litres produits et 59 000 exploitations viticoles. Donc il faut se rendre compte que ça va être un plan social massif, ça va être un bouleversement des paysages aussi. J'étais la semaine dernière au congrès de l'Association des maires de France où des maires du Sud-Est s'inquiètent profondément parce que quand une exploitation viticole disparaît, derrière c'est de la friche et donc c'est beaucoup plus dangereux pour les incendies alors que la vigne limite les risques d'incendie. Donc vous avez toutes ces problématiques et derrière c'est une question culturelle. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Souvenez-vous, quand on a fait le marché commun avec l'Europe, l'idée c'était d'échanger nos excédents entre pays européens. Ça s'appelait la préférence communautaire. Et en particulier sur le vin, ça fonctionnait. La France, l'Italie, l'Espagne fournissaient l'Allemagne qui en échange nous fournissait ses excédents dans d'autres domaines. Voilà. On a tout ouvert. On a des pays ailleurs dans le monde qui ont créé leurs vignobles. Au Chili, en Argentine, en Australie, en Californie. Tout ça, et ce sont des Français qui y sont allés, bien sûr. Et donc, ensuite, tous ces vignerons ont créé une mode. On se souvient dans les années 80 de Robert Parker qui le grand œnologue américain qui avait sa Parker list. Les vins californiens hyper épais, hyper lourds, et du coup tous les vins français, on avait expliqué aux vignerons français, faut ressembler à ça pour vendre à l'export, parce que l'export c'est l'avenir. Le marché intérieur, on s'en fiche et on va exporter. Vous venez de le dire, enfin le reportage vient de le dire. Laisser marcher à l'export se ferme. Pourquoi ? Parce que ces pays-là consomment leur propre vin. La Chine est en train de consommer son propre vin. Et derrière, en Europe, on consomme de moins en moins. On peut s'en réjouir, bien sûr. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'à s'en réjouir pour une question de santé publique, c'est ça ? Pour une question de santé publique. Parce qu'avec modération, en effet, tout ça. Exactement. On peut s'en réjouir. Cela dit, quand j'entends des discours qui criminalisent le premier verre de vin en expliquant que c'est immédiatement un signe de cancer, que c'est immédiatement une addiction, on va rappeler une chose. Le vin est un produit culturel qui se consomme pour son goût et en lien avec des plats, on boit à table, etc. Avec modération. Voilà. Sauf en cas d'addiction, où là, des gens peuvent consommer le vin pour l'alcool qu'il contient. Mais ce n'est pas la base de la culture française du vin. Le problème, c'est que nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs, les premiers consommateurs de cannabis. La consommation de cocaïne est en train d'augmenter de façon tragique. Et à côté de ça, j'entends encore des discours nous expliquer que le premier verre de vin est une addiction. Non, ça c'est de la culture et de la civilisation que nous ne transmettons pas. Ce sont des paysages, c'est une tradition. Et il y a des vignerons derrière qui essayent de produire des vins de qualité parce que la qualité des vins français s'est améliorée. La qualité des vins italiens aussi, des vins espagnols, ce qu'on appelle les vins d'Europe. Et ils sont absolument magnifiques. Encore une fois, c'est de la civilisation et c'est notre histoire. Guillaume, votre oncle, il souffre. Oui, alors il souffre. Pourquoi ? Parce que dans ce marasme que décrit Natacha, les prix, et c'est ce qui était expliqué dans le reportage, les prix sont sans cesse poussés et tirés vers le bas par la grande distribution aussi, il faut le dire. C'est une donnée de l'équation. Et dans l'exemple que j'aime prendre, parce qu'en fait, en réalité, je vais dans les vignes avec mon oncle, il a été obligé d'arracher 3 hectares donc de son exploitation, 3 hectares sur 10, donc c'est un tiers, c'est beaucoup pour un homme qui passe son temps dans ses vignes, qui met son cœur, son âme, sa sueur dans ses vignes
pas parce que ça lui permet de gagner de l'argent, c'est simplement parce que ça raconte son histoire et son patrimoine. Vous parliez de paysage tout à l'heure, ce que vous décriviez, c'est un enquête même très sérieux, hebdomadaire The Economist, qui fait une enquête très fouillée sur cette crise que traverse la viticulture française, parce qu'en fait, elle concerne également un modèle qui concerne l'Europe et au fond le monde entier, puisque tout le monde boit du vin, et qu'on associe ça à cette idée que la France renvoie. Et j'avais noté 2 choses. La Gen Z, cette fameuse nouvelle génération, elle trouve que le vin, c'est pour les vieux et on comprend pas parce que c'est trop compliqué. C'est précisément cette alliance du mets et du vin dont vous parliez, Natacha. Ouais. Et l'article conclut aussi que pour les étrangers qui visitent la France, ce changement du paysage, c'est-à-dire ces vignes qui disparaissent, c'est une catastrophe parce que la France ne ressemblera plus à la France. Alors, il y a les aléas climatiques, il fait de plus en plus chaud, il est de plus en plus difficile de produire du vin. Ensuite, en effet, on boit beaucoup moins de vin. Puis il y a aussi un contexte géopolitique, on va pas se mentir, les droits de douane à la Trump, ça n'encourage pas également la filière viticole française. Donc, en effet, moi je rejoins Natacha sur le point qu'elle a soulevé. C'est un plan social à bas de bruit, mais qui aura des conséquences sur le pays, les paysans et le paysage. Natacha, vous avez eu raison aussi de dire qu'on criminalisait presque les gens qui boivent du vin avec modération, et moins les fumeurs de joints qu'on trouve plutôt poétiques et joyeux. Non, Christophe, c'est totalement anormal ça. Parce qu'en plus, ils participent au fond ils arment les narcos de Marseille et d'ailleurs. Exactement, que ce soit au sens médical, où en effet l'addiction à la drogue est absolument pas comparable avec le buvez avec modération qu'on recommande au vin, et qui est comme la bière très enracinée culturellement, mais en plus en effet l'économie qui est derrière les drogues, c'est une économie du crime organisé mondial. Ah ouais. L'économie qui est derrière le vin, c'est notre économie nationale, avec derrière cette économie aussi une grande profondeur sociologique et politique. Il y a une histoire politique à écrire de la vigne, le Midi Rouge, ça a existé, l'arrivée et le retour des Pieds Noirs qui ont repris des vignobles dans une partie du sud-ouest de la France, ça a été très important comme moment politique. C'est ça aussi qu'il faut surveiller. Bon, vous l'écrirez. Ou Natacha. C'est l'histoire et la géographie française. Ouais. Ce sont les moines de Cluny qui, pendant des siècles, ont regardé à quel endroit il fallait planter quel cépage. Et c'est pour ça que ça peut paraître compliqué si on ne transmet pas cette culture, parce que c'est, en fait, vous buvez du paysage. C'est-à-dire que le vin a le goût de la terre. Évidemment, et du terroir. climat. C'est ça le terroir. Et c'est le granit, c'est la pierre. C'est là où s'enfoncent les racines de la vigne. On n'est pas en train de parler de drogue et d'addiction. Il faut arrêter ça. Je ne connais pas de fumeurs de joint qui fument pour le goût du joint. On fume pour se mettre dans un état particulier. Ça vient du riz. Les gens qui boivent du vin ne boivent pas le vin pour l'alcool. Il se trouve qu'il y a de l'alcool dedans et que du coup il faut faire attention, mais quand on boit du vin, sauf si on est alcoolique et qu'on ne va pas bien et qu'on est malade et il faut se faire soigner, mais sinon quand on boit du vin, c'est pour le goût que ça a, l'histoire que ça raconte, le savoir-faire qu'il y a derrière. Avec modération. Bon, on va se quitter, on n'a plus le temps de faire la séquence, mais quand même, il y a de l'espoir. Toujours de l'espoir. Oui, comme vous dites, Guillaume, il y a toujours de l'espoir. L'une a brillé sur le circuit automobile de Las Vegas et l'autre scintillera depuis l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Cette semaine, on voulait rendre hommage à 2 femmes merveilleuses. Doriane Pain, qui a remporté samedi la F1 Academy, le championnat de course automobile dédié aux pilotes femmes. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi elle fait pas de F1 tellement elle est bonne. On l'appelle Pocket Rocket, elle est toute petite, elle est excellente, c'est une pilote inouïe. Et puis, de l'autre côté, Sophie Adno, qui embarquera à bord de la capsule Crew Dragon de la fusée SpaceX pour une mission de 8 mois dans la station internationale. Écoutez-la. Moi, c'est un grand honneur. C'est une chance aussi de pouvoir véhiculer les messages, on va dire, véhiculer le fait que la France est présente dans cette aventure spatiale. Pour moi aussi, c'est la concrétisation du rêve de la petite fille que j'étais, qui s'est nourrie de toutes ces aventures spatiales depuis les premiers astronautes français. C'est la fin de l'émission. Christophe Barbier a remis cette écharpe. Mais avant, quelques mots sur ces femmes. Natacha, ça fait quand même plaisir de voir ces 2 femmes dans des métiers qu'on disait il y a 50 ans réservés aux hommes, non ? Bien sûr, mais c'est la preuve que, heureusement, le monde évolue, le monde change et qu'on peut
Voilà, on peut respirer. On est bien, Christophe? Un Oui, petit mot sur ces femmes? il y a de l'avenir dans la vitesse, dans l'espace, il y a de l'avenir. La femme est l'avenir de l'homme. Oui. Et non, mais sur Dorian Pain, elle est en train de briser un plafond de verre. Elle rappelle à tout le monde qu'en réalité, la Formule 1, c'est un championnat mixte. C'est-à-dire que les femmes. Il y a déjà peuvent eu quelques concourir. femmes pilotes. Hein. 2 Italiennes. La dernière fois qu'une Italienne, donc une femme, a remporté des points, c'était il y a 50 ans précisément. Donc ce qu'elle est en train de réaliser, Dorian Pain, c'est extraordinaire. Elle est en train de briser un plafond de verre. Elle a une grosse écurie derrière elle, mais elle a surtout un énorme talent. Et elle est excellente, elle est tenace. On se retrouve demain dès 9h dans En toute liberté.